Merci Marc, merci de m'avoir invité à revenir dans cette salle Badjon et de Saute. On était déjà venu il y a 6 mois, c'était bien sympa, avec un bel apéro à la fin. Voilà. Donc oui, comme Marc vous l'a dit, moi je suis pas du tout je suis céramologue, hein, je m'occupe des pots cassés de la fin de la préhistoire corse. Je suis pas du tout un spécialiste des femmes, du moins pas en archéologie. Voilà. Donc on va quand même, malgré cette lacune générale globale, on va quand même essayer de parler des femmes dans la préhistoire, et puis quand on pourra, on parlera des femmes de la préhistoire corse. Mais cette conférence, c'est surtout un prétexte. Moi j'aime bien, c'est la 3e fois que je la présente. L'idée, c'est un peu de rabattre les clichés et les idées reçues sur les femmes au fil des siècles, et en particulier au fil des millénaires ici, des anciens millénaires, très vieux millénaires. Et donc on va évoquer ensemble quelques clichés qui sont nés des manuels scolaires parfois, des discussions de comptoir, d'autres. Enfin voilà, donc on va voir ça ensemble. Et puis je voudrais que vous n'hésitiez pas à m'interrompre, à lever la main si jamais vous avez des questions particulières par rapport à ce que vous voyez. Alors, ouais, j'ai écrit en rose, hein. Vous comprendrez pourquoi à la fin. Donc déjà, on va définir un peu le cadre. Donc on va parler de la Corse. Bon, la Corse, je pense que vous savez à peu près tous ce que c'est, donc c'est pas la peine de détailler. Le temps. Donc on va parler de la préhistoire. La préhistoire, dans le sens où on va l'aborder aujourd'hui, elle regroupe 4 périodes, 4 grandes périodes. Pour la Corse, hein, évidemment, parce qu'on ne va pas parler du paléolithique en ce qui concerne l'île. Donc la préhistoire de la Corse débute avec le mésolithique. Il y a des travaux anciens sur le mésolithique, mais il y a surtout des travaux récents sur le mésolithique, notamment dans le sud de la Corse, en termes d'habitat, on va dire entre guillemets, sur le site de Canigone et fouillé par un Pasquier. En termes sépulcrales, la fameuse dame de Bonifacio est une sépulture a priori mésolithique. Les sépultures de Campus Stefano sont des sépultures mésolithiques. Le mésolithique, c'est une période qui s'étale entre 10 000 et 6 000 avant Jésus-Christ et qui est caractérisée par une économie de chasseurs-cueilleurs. Hein. Donc on va prélever dans la nature nos besoins. Le néolithique, c'est une période qui s'étale entre 6 000 et 2 000 avant, une période caractérisée par l'élevage des animaux et aussi l'agriculture. Donc cette fois-ci, on ne prélève plus dans la nature, on produit nos propres ressources. Et puis l'âge du bronze et l'âge du fer sont plus tardifs et sont caractérisés par des avancées qui sont définies dans leur nom. Hein. Ce sont des avancées essentiellement métallurgiques, mais pas que. Donc voilà pour le cadre chronologique. Hein. On va aborder une période qui va en gros de moins 10 000 à quasiment l'an 0. Les sources, ce sont essentiellement des données archéologiques, mais pas que. Hein. On va essayer de voyager aussi un petit peu dans l'anthropologie sociale, dans l'ethnographie, et puis aussi dans l'anthropologie physique. On va voir tout de suite qu'est-ce qu'une femme du point de vue du sexe, et on va également aussi s'intéresser au genre, qui est une question très débattue depuis quelques années, en France notamment. Alors les femmes préhistoriques. Donc si vous allez sur Google et que vous tapez femmes préhistoriques, voilà ce que vous trouvez à peu près. Donc il y a ce qui est le plus étonnant quand on tape ces mots. Alors, je me suis beaucoup servi de Google pour cet exposé parce que c'est très intéressant en termes statistiques. Google, c'est très représentatif des recherches que les gens font sur Internet. Et donc au niveau des mentalités, ça offre quand même de l'information qui est bonne à prendre, je pense, bonne à exploiter. Donc vous avez sur la gauche un déguisement de femme préhistorique. Vous retrouvez absolument tous les clichés de la femme préhistorique, à savoir les peaux de bête, la massue. Ça, c'est des indémodables de la préhistoire. Et puis, vous avez ce film 1 million d'années avant Jésus-Christ. Je suis désolé, je suis trop jeune pour reconnaître l'actrice. Mais vous l'aurez sûrement reconnue. Et puis, vous avez sur la droite un autre type de femme préhistorique. Là, on a une approche plus muséale, plus muséographique. C'est les reconstitutions de costumes et de porcs qu'on a actuellement dans certains musées. Ça, c'est le musée des Hésites Taillac. C'est une femme néandertalienne avec, habillée
habillées d'a priori, je dirais, habillées avec des peaux de bête. Encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on a du mal à oublier, alors même que les archéologues prouvent constamment que ces gens-là maîtrisaient parfaitement l'art du tissage. Mais enfin, on continue d'habiller les préhistoriques avec des peaux de bête. Autre cliché sur la femme préhistorique, les femmes restent à la maison. Elles s'occupent des enfants, évidemment, elles ne vont pas à la chasse. Elles s'occupent de l'artisanat, des travaux du quotidien, elles font la cuisine en haut à droite. Elles fabriquent des paniers, vous voyez, dans cette espèce de hutte en haut à gauche, pendant que les hommes, au fond, s'amusent à jeter des lances. Ils s'entraînent pour la chasse. Donc ça, c'est la femme reproductrice, c'est la femme qui s'occupe du foyer familial. C'est quelque chose qui est très bien ancré dans nos sociétés occidentales. Quand on va demander à 99% des gens ce qu'ils pensent d'une femme préhistorique, en gros, on va avoir ce type d'image qui va ressortir. Et puis le grand classique aussi en bas à droite, la femme tirée par les cheveux et ramenée dans sa grotte par l'homme préhistorique. Alors, on va parler des femmes préhistoriques, mais on va aussi parler des femmes corses, forcément, parce que ce sont les femmes préhistoriques de Corse. Alors, la femme corse, c'est quoi? Là aussi, je ne vais pas vous apprendre qu'il y a tout un tas de clichés qui ont été véhiculés notamment à partir du 19e siècle, quand les romantiques Balzac, Mérimée, Flaubert viennent en Corse. Ils vont développer cette image un peu romantisée de la femme corse, qui est jeune, qui est belle, qui est également rebelle, qui est toujours vêtue de son mezzar, mais ces femmes corses qui sont également qui ont pour figure tutélaire vraiment celle de Colomba, de Mérimée, c'est vraiment le prototype idoine. Ces femmes corses, elles sont également maîtresses du foyer et de l'intérieur, alors que l'homme il est plutôt dehors, il est à la chasse, il est au travail, enfin voilà. Donc finalement il y a ces préjugés qui finissent par se recouper entre la femme corse et la femme préhistorique. Voilà, un autre type d'idée reçue, assez largement véhiculée par un support tel que la bande dessinée, notamment chez Astérix, où toutes les femmes corses qui sont dans cette bande dessinée Astérix en Corse, il n'y en a aucune qui dit jamais un seul mot, par exemple. Enfin, voilà. Et puis bon, Colomba, vous connaissez tous. Donc là, on a l'image de la femme courageuse, de la femme qui finalement manipule tout le monde un peu en coulisses et qui finalement termine comme héroïne de cette histoire dramatique. Alors, est-ce que vous savez tous, je pense que oui, est-ce que c'est une femme du point de vue du sexe? Comment vous définiriez une femme, physiquement? Personne ne sait? La différence avec l'homme, tout simplement. Ouais, la différence avec l'homme. Alors, comment vous définissez un homme? La différence avec la femme. Il a un sexe masculin. Voilà, donc ça se passe surtout au niveau des organes sexuels. Et donc la femme, évidemment, est capable d'accueillir, c'est aussi un réceptacle de gestation. Enfin, voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus, je pense que vous êtes à peu près au point. Mais est-ce que vous savez maintenant différencier une femme d'un homme du point de vue du genre? Par exemple, sur cette photo, où est le garçon, où est la fille? Le garçon est en bleu, la fille est en rose. Le garçon il est plus souriant, la fille elle est fâcheuse. Alors, bon, à mon avis, vous êtes assez partagés. J'entends à gauche, à droite, au milieu. Si je fais ça, est-ce que ça vous aide? Bien sûr. Donc là, vous allez tous me dire que le garçon, il est à gauche. Pourquoi? Parce qu'il est en bleu. Et la fille, elle est en rose, elle est à droite. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le genre. Ce sont les codes culturels de représentation des sexes. En fait, vous allez inconsciemment, parce que vous avez été formaté comme ça par une éducation occidentale, associer le bleu aux petits garçons et le rose aux petites filles. Vous allez voir après que c'est quelque chose de pas tout à fait récent, mais pas loin. Et ce sont des choses qui changent à la fois sur l'échelle du temps et sur l'échelle de l'espace. Dans d'autres pays, on aurait fait des réponses inverses. Alors oui, ça on peut passer, c'est pas la peine. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est que finalement, on a dans nos têtes
à cause de l'éducation, à cause de la société dans laquelle on vit, tout un tas de schémas déjà préconçus sur ce que doit être et ne doit pas être un homme et une femme en société. Cette image, elle est pas mal parce que, bon, là encore, vous avez arrivé à différencier l'homme parce qu'il est bleu et parce qu'il a les cheveux courts, alors que la femme, elle a les cheveux longs, bon, elle a des traits un peu féminins, je vous l'accorde aussi, et elle est rose. Donc l'homme, il pense aux voitures, il pense aux pognons, il pense à la chasse, à la pêche, aux avions, au sport, à la télécommande, important. Alors que la femme, c'est les histoires d'amour, les pâtisseries, faire un enfant, des ciseaux pour le coiffeur, un mariage, voilà. Avec le tennis, elle est déjà émancipée. Tout ça, ce sont les clichés genrés actuels du monde occidental. Alors, pour vraiment vous illustrer ces préceptes déjà pré-mâchés qu'on nous vend socialement, je suis retourné sur Google et je me suis intéressé au concept. Enfin, c'est pas un concept, c'est une réalité. Vous tapez « jolie femme » sur Google. Si vous tapez « jolie femme », vous allez avoir à peu près ce genre de truc. Donc une femme. Alors, jolie femme, en gros, dans le monde occidental, ça veut dire quoi? Ça veut dire jeune. Ça veut dire souriante, ça veut dire belles dents, plutôt cheveux longs, d'après Google, plutôt yeux clairs, d'après Google aussi. Après, blonde, brune, ça c'est assez bien équilibré. Un truc qui fait jolie femme aussi, c'est de mettre un joli fond. Et puis le décolleté, évidemment, ça rentre aussi dans les critères. Donc ça c'est Google France. Mais si vous allez sur les Google dans d'autres pays, voilà à peu près sur quoi vous tombez. Donc c'est pour vous dire que on a vraiment des clichés. Et en archéologie, finalement, le plus dur, c'est sortir de ces clichés-là, parce que les sociétés qu'on étudie ne réfléchissaient pas comme nous. C'est clair et net. Et c'est un travail d'introspection, quelque part, qui est assez difficile à faire. Se départir de ses propres références culturelles et éducatives, c'est pas évident, notamment quand on interprète nos données. Donc là, je vous ai mis un panel de jolies femmes, entre guillemets, selon les sociétés. Donc vous avez une femme girafe, ça doit être l'Asie du Sud-Est. Les deux dames peintes en rouge à l'hématite sont des Imba de Namibie, une Scandinave que j'ai pris dans la série Viking. Vous avez une jolie femme comment c'est au Kenya, Maasai. Merci. La dame avec le menton tatoué, c'est une Maori. Puis vous avez une dame de l'Amazonie, une Inuit, et puis enfin une jeune mariée berbère. Sont ses cheveux jusqu'en bas? L'Inuit? Oui. Ah non, peut-être en fait. Je croyais c'est que impressionnant. Ah ouais. Je croyais que c'était un manteau de l'ours, mais en fait c'est sûrement ses cheveux. Ouais. Ah ouais, ça va, j'avais pas vu. Je reviens sur la question qu'est-ce qu'une femme, cette fois-ci du point de vue de l'anthropologie physique. En fait, vous savez qu'en archéologie, on tombe fréquemment sur des squelettes parce qu'on fouille des cimetières, on fouille des nécropoles, enfin on fouille des tombes au sens large. Et dans les tombes, évidemment, on trouve des squelettes des personnes qui sont décédées dans les temps anciens. Alors, quand on tombe sur des adultes entiers, bien conservés, on arrive à peu près, normalement, si l'anthropologue est bon, on arrive à distinguer les hommes des femmes. Pourquoi? Parce que les os du bassin, vous voyez en haut un homme, en bas une femme, ne sont pas tout à fait pareils. Il y a quelques petites différences ostéologiques, il y a des écartements qui ne sont pas les mêmes, des os plus longs, plus courts, plus gros. Voilà, ça se joue à des petits détails ostéologiques. Ça se voit mieux peut-être en bas à gauche, vous avez l'homme à gauche, la femme à droite. Ça, c'est dans le meilleur des cas, quand tout est bien conservé et qu'on a des adultes. Quand on a des enfants, en fait, c'est pas possible de distinguer le sexe. C'est pas possible parce que c'est la puberté qui va transformer ces os du bassin, qui va les faire évoluer pour que la femme puisse accueillir un enfant plus tard. Et c'est à cet âge-là que le squelette va muter. Donc quand on a des enfants, en gros, pour faire simple, de moins de 12 ans, on se contente de mettre enfant. C'est un peu le troisième sexe des études archéologiques. Là-dessus vient se greffer le genre. Donc je vous disais que nous, on a
certaines idées sur le genre et que les gens qui vivaient avant nous en avaient d'autres. Hein. Ça, c'est assez évident. Alors, par exemple, ici, vous êtes dans la nécropole, c'est-à-dire le cimetière, pour faire simple, de l'âge du bronze moyen d'Olmo di Nogar. On est en Italie du Nord, on est près de Bologne, si vous voulez. Et ce sont des tombes de guerriers. Ce sont des tombes de guerriers. Alors pourquoi on dit guerrier? Parce qu'il y a une épée. Alors déjà, vous me direz, ça c'est peut-être un préjugé, peut-être qu'il y avait des femmes qui se battaient, pourquoi pas. Sauf que là, les études anthropologiques, donc des bassins, parce qu'on n'a que des adultes, montrent que systématiquement, ces tombes sont masculines et que systématiquement, il y a une épée. Donc là, vous avez une symbolique très forte et finalement, le genre correspond au sexe. Donc c'est très pratique, d'autant qu'à, je ne sais plus combien de centaines de mètres de là, il y a la nécropole des femmes et dans les tombes de femmes, il n'y a jamais d'épée. Donc voilà, à partir de là, on pourrait presque définir un modèle type et partir sur d'autres sites et dire épée égale homme, et quand il n'y a rien ou quand il y a un bijou, c'est une femme. Sauf que... Ah non, je vais autre chose. Sur d'autres nécropoles un petit peu plus récentes, là on est en Étrurie, on va dire, vers le 9e siècle, 8e avant Jésus-Christ, se développe la mode des fibules à navicella. Ça s'appelle navicella parce que c'est en forme de petits bateaux, hein, de coques de bateaux. Il se trouve que ces tombes qui accueillent ces fibules, dans lesquelles sont retrouvés ce type de fibules, les fibules sont des sortes de bijoux qui maintiennent les vêtements en place, hein, des épingles à nourrice, si vous voulez. Les fibules de type Anavicella, dans les régions d'Italie du Nord, sont systématiquement associées à des tombes féminines. Donc c'était pour vous montrer tout à l'heure l'épée, un truc très masculin, alors que le bijou, dans ce cas-là, est un bon révélateur du sexe, donc, comme du genre. Et juste un petit aparté aussi, il y a une hypothèse qui est sortie là dernièrement sur l'interprétation de la forme de ces fibules à navicella, qui voudrait qu'en fait ce soit des évocations de certains chrysalides de papillons. Je vous le présente parce que c'est rigolo, mais c'est pas forcément quelque chose à retenir. Alors les gens qui ont publié ça, évidemment, voient dans la fibule à navicella donc une image de la femme, et dans la chrysalide de la femme qui transmet la transformation de l'enfant à l'adulte. Enfin, c'est une histoire de cycle qui est finalement assez romancée. Alors un autre cas qui est très intéressant, malheureusement je n'arrive pas à retrouver le nom du site, hein, ça se passe en Angleterre, on est au 2e âge du fer, 4e siècle avant Jésus-Christ, et là on n'a qu'une seule tombe sur le site, et c'est une fouille des années 60, je crois, chose comme ça. Donc on a trouvé ça, donc ce squelette avec cette épée, hein, vous la voyez, quelques bijoux autour du cou, quelques perles qui traînent en bronze, l'épée en fer sur la gauche. Et c'était considéré comme une belle découverte à l'époque dans ce contexte-là, là-haut. Et ils en ont fait tout un musée, évidemment. Ils l'ont appelé le musée du guerrier de machin, hein, je me souviens plus du nom du site et tout. Puis il y a les touristes qui sont venus pendant des années. Et puis il y a eu une thèse il y a 3 ans qui a montré qu'en fait le fameux guerrier, c'était une femme. Et donc ils ont été un petit peu embêtés. Donc vous voyez comme quoi des fois le genre, ou plutôt nos idées reçues sur le genre, peuvent être malmenés par les réalités archéologiques et anthropologiques. Et puis évidemment, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, se greffent là-dessus les problèmes de conservation. Celui-là, le squelette, bon, il a l'air pas mal conservé comme ça, mais le bassin a disparu, donc c'est impossible de savoir si c'est un homme ou une femme. En l'occurrence, ça c'est une tombe d'époque romaine avec des petits balsamères, des vases à parfum. Et ces balsamères, à l'époque romaine, se retrouvent aussi bien dans les tombes masculines que féminines. Hein. C'est pas un témoin genré. Alors on en vient en Corse, hein, après cette introduction un petit peu générale. Donc la star de la préhistoire corse, c'est la dame de Bonifacio. Donc comme son nom l'indique, elle provient d'un site de la commune de Bonifacio. Le site s'appelle Araguinacé, il se trouve à l'entrée du port, hein, à côté de la station service Total et du camping de l'Araguine. Il a été nettoyé récemment, je crois même qu'on peut le visiter. En tout cas, il y a un panneau qui explique un petit peu le site. Donc c'est la dame de Bonifacio, elle a été découverte par François Delanfranc et Michel Claude Weiss à la fin des années 60, si je ne fais pas d'erreur. Il s'agit d'une tombe en inhumation, on va dire sous abri,
C'est une sorte de grotte de calcaire de pied de falaise. Et dans une fosse, donc les deux archéologues ont trouvé le squelette de cette dame qui était recouvert d'une poudre rouge, probablement de l'ocre, comme vous voyez sur cette reconstitution du musée de Lévis. Alors cette dame de Bonifacio, elle a été étudiée par un anthropologue qui est devenu célèbre après, qui s'appelle Henri Dudet. Et donc c'est lui qui a déterminé qu'il s'agissait d'une femme, premièrement. Il a pu également estimer son âge en fonction de la longueur des os. Donc c'est une femme qui avait, en fonction des publications, entre 25 et 35 ans, quand elle est morte, évidemment. Et elle souffrait d'une double paralysie, d'un membre supérieur et d'un membre inférieur opposé. Donc c'est une personne qui avait probablement énormément de mal à se déplacer et à réaliser des activités du quotidien. Et elle avait également une sorte de maladie, un gros aft au niveau de la mandibule ici, qui l'empêchait de mastiquer ses aliments. Et Henri Dudet, quand il a étudié ce crâne, il a pu déterminer que cette maladie s'était déclenchée plusieurs années avant le décès de la personne. Et on ne peut pas rester des années sans mastiquer comme ça. Et donc, si cette personne a survécu une dizaine d'années, c'est que probablement le groupe, les gens, sa famille qui vivait autour d'elle, lui mastiquait les éléments avant de lui mettre dans la bouche donc de la viande ou des végétaux déjà mastiqués. Ce qui a permis aux archéologues de conclure à une certaine notion de solidarité, même si j'aime pas trop le mot, sociale, chez les gens du Mésolithique. Donc là on est en moins 6005 là, du sud de la Corse. Et voilà la dame de Bonifacio, selon le dessinateur Federson. Donc il a moins tenu compte des problèmes physiques de la dame. Donc là on voit que son bras fonctionne très bien, sa jambe a l'air de fonctionner, et puis elle n'a pas de problème à la bouche. Il faut penser que ce type de problème, c'est un peu gênant, mais ça devait provoquer une haleine monstrueuse. Ça renforce la difficulté, je veux dire, pour lui mettre dans la bouche les aliments mastiqués. Ça peut être assez terrible. Campus Stefano, on est là sur une tombe sous abri, granitique cette fois, qui se trouve dans la basse vallée du Tard. C'est une fouille de Joseph Cesare qui a duré 7-8 ans, entre 2005 et 2012. Et donc en contrebas du site de l'habitat de l'âge du bronze, on a cette petite grotte qu'on appelle un tavone. Et à l'intérieur de cet abri, on a trouvé dans un niveau de l'âge du bronze moyen, on est vers 1300 avant Jésus-Christ, cet ensemble de parures qui est composé de 25 perles en ambre, d'une trentaine de petites perles en verre bleu et également d'une grosse perle en bronze qu'on ne voit pas très bien, mais elle est là. Voilà, forme de ressort un petit peu. Autant vous dire que c'est assez exceptionnel. Ça arrive qu'on trouve des perles en verre comme ça, surtout à l'âge du fer, mais à l'âge du bronze c'est extrêmement rare. Et ne parlons même pas de l'ambre. Alors, voilà les reconstitutions qu'on a fait de ce collier. Il n'y avait pas de squelette dans la tombe. Donc là, vous devriez me dire, ok, mais pourquoi vous avez fait des femmes ? Voilà, c'est comme ça. on se fait piéger nous-mêmes. C'est aussi en vous montrant nos erreurs qu'on essaye de les combattre, en quelque sorte. Donc je vais vous parler un petit peu plus longuement de ce collier maintenant. Non, en fait, non. Non, alors je reviens, parce que je voulais quand même vous en parler. Donc en fait, c'est très intéressant cet ensemble de parures. C'est le plus important de Méditerranée occidentale pour cette période du bronze moyen, de la fin du bronze moyen. Et les matériaux qui composent ce collier, ils ont une histoire très originale. Ça illustre complètement les réseaux presque de mondialisation qui ont cours en Méditerranée vers 1300 avant Jésus-Christ. Pour faire simple, l'ambre, c'est de l'ambre de la mer Baltique qui a été ramassé probablement sur les côtes nord de la Pologne. Et cet ambre, il a voyagé vers le sud. À un moment donné, il a dû se retrouver en Grèce, chez les Mycéniens. Je vous dis ça parce que la façon dont les perles sont taillées, la typologie donc, des perles, montre que c'est de l'ambre donc, du nord qui a été traité, on va dire, en Grèce. Le verre, son analyse chimique a montré qu'il s'agissait de sable qui venait de Mésopotamie. Mais la forme et la couleur de ces perles, typiques de l'Égypte.
Donc la matière première est mésopotamienne, elle est arrivée en Égypte, et en Égypte elle a été transformée en perle. Et cet ensemble de parures finit sa vie quelque part dans une tombe de 1300 avant Jésus-Christ, dans le sud de la Corse, probablement par l'intermédiaire d'un navire qu'on imagine grec ou peut-être chypriote. L'âge du bronze, c'est le début en quelque sorte de la mondialisation, tous les réseaux se mettent en place et on arrive à ce genre de découverte. Alors une autre femme un peu moins célèbre de la préhistoire, l'extrême fin de la préhistoire corse, c'est la dame d'Aléria. Alors il s'agit d'une tombe, la tombe numéro 101 de la nécropole du site d'Aléria. Elle est datée, de mémoire, elle doit être datée 5e siècle ou 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que c'est une inhumation, hein, c'est-à-dire que c'est pas une crémation, quoi, on va tourner le squelette, il n'est pas brûlé. Il y a un enfant dans la tombe qui est déposé au pied du squelette. Ce squelette, donc c'est une dame, hein, comme vous l'aurez compris. On ne sait pas à quoi correspond la position de cet enfant, c'est peut-être le sien, c'est peut-être pas le sien, il est peut-être enterré en même temps, ou il est peut-être enterré 10 ans plus tard, on ne sait pas. Ce qui est intéressant dans cette tombe féminine d'Aléria, c'est que tout le mobilier qui est porté, tous les petits bijoux, notamment ces éléments de ceinture qui sont portés par cette dame, sont des éléments de production corse. Or, nous sommes dans la nécropole d'Aléria, qui à cette époque-là est certes une ville implantée en Corse, mais qui est avant tout probablement une colonie grecque, enfin plutôt étrusque, à cette époque-là. C'est la seule tombe indigène, en quelque sorte, de la nécropole d'Aléria, c'est pour ça qu'elle est relativement célèbre. Une photo qui rend peut-être un petit peu mieux. Alors, si vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup d'exemples directs de femmes dans notre préhistoire corse. Et à ce point de la réflexion, on en vient à se demander si on ne pourrait pas, ces femmes, aller les chercher peut-être dans des représentations. Donc, si on va voir dans nos rares figurations d'art rupestre insulaire, est-ce qu'on trouve des Corses? Alors, en Corse, il y a de l'art rupestre, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a une quinzaine de sites à gravure, peut-être même une vingtaine aujourd'hui, et il y a un seul site connu pour des peintures. C'est la Grotta Scritta, qui se trouve à la base du Cap, près du village d'Olmeta, près de Farinol. Donc voilà la totalité des motifs qui sont représentés sur les murs de cette petite grotte en schiste. Donc ce sont des motifs peints avec un produit rouge qui pour l'heure me semble encore identifié. Et vous voyez qu'il y a des silhouettes qu'on pourrait presque, qu'on peut interpréter comme des figures anthropoïdes. Hein. Ça ressemble à des humains quelque part, certains motifs qui sont là-dessus. Alors à votre avis, femme ou homme? Homme. Pourquoi? Donc c'est un sexe? Ouais, il y a un sexe, et des fois le sexe est même plus long que les jambes. Voilà, c'est pas nécessairement un sexe, ça peut être un enfant, un enfanté. Effectivement, il y a des gens qui ont dit que celui-là, ça pouvait être une femme en train d'enfanter. Effectivement, c'est une hypothèse qui a été proposée. Là, étant donné qu'il a les cornes, on parle souvent d'un chaman, c'est pas top comme idée, mais enfin d'un homme, d'une personne qui serait vêtue avec déguisée en animal en quelque sorte. C'est pour ça qu'il aurait cette queue extrêmement longue. Après, on a une personne ici qui a clairement 3 jambes. Alors bon, je sais pas, ça pourrait aussi être une sorte de déguisement, mais ça pourrait être le sexe qui est exagéré. Donc, on reste vraiment dans l'expectative avec ces motifs-là. Après, on a les 2 encoriformes ici, qui pourrait être simplement la partie inférieure d'un corps humain qui s'est mal conservé sur la paroi. Et puis on a ce qu'on appelle les pectiniformes, en forme de peigne, qui sont extrêmement difficiles à interpréter. Certaines personnes y voient des troupeaux. Donc, et puis le serpent, peut-être en haut à gauche. Donc là encore, difficile d'aller chercher de la femme. Là, c'est peut-être un peu plus clair. C'est ce qu'on a appelé la Vénus ou la statuette de Campo Fioredo, à Grosse, près de Sartène, qui a été découverte au XIXe siècle, je crois, et qui s'est retrouvée par les hasards des antiquités à l'époque, qui est conservée aujourd'hui dans les réserves du British Museum à Londres. Donc si vous allez à Londres, vous la verrez pas, hein. Elle est clairement dans les réserves et je crois qu'elle n'en est jamais sortie malheureusement. Et ça serait bien qu'elle revienne un jour en Corse, pourquoi pas. Donc c'est une toute petite statuette qui a toujours été interprétée comme féminine.
Tout simplement à cause de l'harmonie de ces rondeurs. Souvent dans l'art préhistorique européen, on a représenté les femmes par cette succession de 3 sphères, la tête, la poitrine et les hanches. Voilà, ça, pour les Vénus, ça marche un petit peu comme ça. Malheureusement, on n'a pas du tout de contexte pour cet objet, même s'il y a des sites néolithiques autour. Donc c'est extrêmement difficile d'en dire plus. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est des comparaisons avec d'autres statuettes représentant des femmes de la préhistoire européenne. Et voici par exemple une femme de Malte. Vous voyez que ça marche pareil, même s'il n'y a pas la tête, on a grosso modo une sphère pour l'ensemble buste-poitrine et une autre sphère plus grosse pour les hanches et les cuisses. Autre modèle, ça ce sont les statues sardes du néolithique moyen. Donc là, même si on est sur un style plus géométrique, on garde cette idée du triple volume successif. Autre type de représentation féminine, les idoles cycladiques qui sont diffusées en Sardaigne au 4e millénaire. Vous voyez que là, on est sur du géométrique encore plus poussé, mais la présence de seins nous fait penser qu'il s'agit de formes féminines. Et c'est vraiment le seul élément, parce que si on regarde le visage, c'est pas gagné. Si on va un petit peu plus loin, à Crète, on a de l'art figuratif beaucoup plus poussé. Bon là, personne ne pourra dire que c'est un homme, mais quand on voit les attributs, je ne parle pas des attributs physiques, je parle des serpents dans la main, on en vient à se demander si ces personnages peuvent être des vrais personnages du commun, ou plutôt des divinités, ou plutôt des personnages mythologiques, on sait pas trop. D'autant qu'elle a une espèce de chat ou de lapin sur la tête, je ne sais pas. On revient en Sardaigne, on avance dans le temps. Les bronzettes, qui sont des petites statues qui font en général 25-30 cm de haut, qui représentent tout un tas de personnages très codifiés. Donc on est vers le 9e, 8e siècle, c'est des bronzes. Et on a quelques représentations de femmes, notamment cette porteuse d'eau sur la gauche, c'est une femme parce qu'elle a une poitrine, vous voyez ces seins qui sont fins mais qui sont bien en avant. Puis elle a cette position, elle se tient le ventre, peut-être pour marquer un état de parturiente, je ne sais pas. Et puis on a ces fameuses pietas, on les appelle les vierges à l'enfant en quelque sorte, qui sont diffusées comme ça dans l'iconographie nouragique en Sardaigne à cette époque-là. Donc là on a une femme avec probablement son enfant sur les genoux. Certains disent que l'enfant est mort, mais là on a peut-être de l'influence christique qui joue un peu sur notre interprétation, sur notre lecture de cette iconographie. Alors il y a des gens qui se sont amusés à décortiquer ces bronzetti et à essayer de prendre tous les éléments pour essayer de les reconstituer en réel. Et ça a fait l'objet d'une très belle exposition qui a tourné notamment à Olbia. Et voilà quelques photos des costumes nouragiques, avec cette fois-ci des couleurs qui sont forcément choisies presque de façon aléatoire, parce que sur les bronzes on n'a pas les couleurs. Et voilà quelques costumes que pouvaient porter les femmes sardes du 9e et du 8e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez que c'est quand même très, très élaboré. Et là on est quand même loin, parce que quand on a des données directes, on est très très loin de la peau de bête. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis Astérix partout. Hop, je passe. Alors, on revient en Corse. Donc, les statues menhirs, c'est à peu près contemporain des bronzettes, c'est probablement un peu plus vieux. Mais au niveau de la représentation humaine, c'est ce qu'on a fait de mieux. Les statues menhirs offrent souvent deux regards à ceux qui les observent. Vous avez la vue de face, à gauche. La vue de face, c'est toujours des guerriers. L'iconographie du guerrier est largement plébiscitée sur les statues menhirs, notamment dans le sud de la Corse, parce qu'il s'agit de personnages armés, vous voyez qu'ils portent des épées, ils sont souvent munis de casques, parfois de cuirasses. Bref, on a voulu représenter des personnages en armes. A priori, pas d'attributs sexuels sur les menhirs, mais quand on voit la vue de dos, on peut se demander si finalement l'attribut sexuel n'est pas le menhir en lui-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc une double identité quelque part, une double masculinité chez les statues menhirs de Corse.
Alors par contre, si vous lisez complètement l'historiographie sur les statues menhirs corses, vous allez tomber sur la statue menhir de Castaldo à gauche, et vous voyez qu'elle a des seins. Alors Peretti, l'inventeur de cette statue menhir, avait dit qu'il pourrait s'agir d'une figuration féminine. D'autres l'ont suivi dans cette hypothèse, notamment par rapport à des comparaisons avec des statues menhirs de la Lunigiane en Ligurie, sur la droite, qui sont elles aussi munies de seins. Aujourd'hui, étant donné qu'il s'agit d'un cas presque unique, cette statue menhir de Castaldo, on aurait plutôt tendance à croire qu'il ne s'agit non pas de poitrine, mais plutôt de protection pectorale, d'autant qu'on a des objets archéologiques, des cuirasses de poitrine, qui ressemblent un petit peu à ces choses-là. Donc notre vision est plus nuancée, enfin non, elle est moins nuancée justement, et il se pourrait qu'on ait que des statues menhirs masculines. Mais bon, on est demandeur, si vous trouvez une statue menhir féminine, je prends. On revient sur un truc plus général pour vous montrer aussi la complexité des raisonnements qu'on peut avoir en archéologie symbolique. Je vous ai mis une Vénus gravée là, paléolithique, c'est la dame de l'Ocel. Vous voyez qu'elle porte une corne à la main, c'est la Vénus à la corne. Et pareil, je vous engage à regarder les commentaires de cette Vénus. Certains diront que cette corne, elle rappelle le croissant lunaire, que le croissant lunaire, c'est finalement une sorte d'allégorie du cycle de la Lune. Cycle de la Lune qui dure 28 jours. 28 jours, c'est comme le cycle féminin. Et que donc, ce symbole de la corne, de la Lune, c'est un symbole féminin. Et puis si vous lisez d'autres livres, notamment chez les anglo-saxons, vous y verrez que c'est une corne qu'elle a à la main, une corne qui rappelle un petit peu des cornes de bovin. Le bovin, c'est aussi une allégorie, l'allégorie de la puissance, de la force, et que donc on est plutôt sur du masculin. Donc on aurait finalement une femme qui tient dans sa main le symbole du masculin, qui pourrait aussi très bien être interprété comme un symbole phallique. Une corne, finalement, ça ressemble à un phallus. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer les différentes pistes totalement contraires dans lesquelles on pourrait s'engager. Alors où sont les femmes ? Pour citer mon philosophe préféré, Patrick Juvet. Donc on va maintenant essayer d'utiliser l'ethnographie, les données ethnographiques, pour essayer d'aller débusquer finalement ces témoignages de femmes, là où ils se terrent, là où ils se cachent dans les vestiges archéologiques. Et notamment par le biais d'un exemple que j'ai développé dans ma thèse. Alors on va parler poterie, on va parler des poteries céramiques des gens de l'âge du bronze de Corse, mais un rappel général sur la poterie. Donc si vous regardez dans les sociétés traditionnelles du monde entier, de la Chine à l'Amazonie, surtout en Afrique, dans 95% des cas minimum, c'est toujours les femmes qui fabriquent la poterie. Donc, par extension, même si je ne peux pas l'écrire, par contre je peux vous le dire, on peut imaginer que pour la préhistoire corse, il y a quand même de fortes chances que ce soit la même chose et que ce soit les femmes qui fabriquaient la poterie. D'accord ? Vous suivez ? Dans toutes les sociétés du monde, on a des mariages. Donc, les femmes se marient. Et les hommes aussi. Donc, les femmes se marient ensemble. Quand, en général, dans la plupart des cas, la femme va s'installer chez le mari. Donc, une femme, elle a fabriqué des pots toute sa vie dans un village A, et quand elle se marie, elle va fabriquer des pots, elle va continuer à fabriquer dans le village B. Sauf que elle va fabriquer des pots de tradition A dans le village B. Les pots qu'elle faisait, qu'elle a appris à faire avec sa mère dans son village, ça ne sera pas les mêmes que le village de son mari. Donc quelque part, le style de ces pots va se transférer d'un village à un autre. Or, en Sardaigne, vers 1400 avant Jésus-Christ, on va fabriquer des pots d'une façon très particulière. On va se servir de paniers de ce type-là pour fabriquer des pots, et les traces du panier vont s'imprimer dans la pâte des vases. Donc là, on est vers 1400 et on est en Sardaigne. Vers 1200 avant Jésus-Christ, le sud de la Corse est envahi de vases de ce type-là. Il y en a partout, des traces de vannerie sur nos pots. Ce que je vous ai mis sur la carte, là, c'est en noir, c'est la proportion de vases de ce type
dans les collections de vases corses. Et vous avez à gauche la dispersion de cette technique. Donc ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'on peut imaginer peut-être, ça reste de l'hypothèse, je ne vous dis pas que c'est une certitude, mais on peut imaginer que des femmes sardes qui avaient cette technique dans leur village A de Sardaigne ont peut-être épousé des hommes corses et se sont transférées d'une île à une autre et elles ont fabriqué en Corse des vases tels qu'elles savaient les faire en Sardaigne. C'est quelque chose qu'on observe très souvent en ethnographie et en archéologie, évidemment, comme les personnes sont mortes, on ne peut plus les interroger et voilà. Et voilà, des costumes traditionnels sardes pour vous illustrer un petit peu tout ça. Ce sont des costumes de mariage. Donc voilà, je conclus en jaune pour vous rappeler que si j'ai utilisé le rose depuis le début, c'était vraiment par cliché. Et il faut peut-être un petit peu sortir de ces clichés. Pourquoi pas mettre des femmes en jaune? Pareil. Donc attention à ne pas confondre sexe et genre. Le sexe c'est biologique, le genre c'est culturel. Et comme tout ce qui est culturel, c'est extrêmement variable d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre. Donc à retenir aussi qu'on peut distinguer le corps d'un homme, le squelette d'un homme du squelette d'une femme sur l'étude du bassin. Ça c'est quelque chose qui me semble important. En Méditerranée préhistorique, on a des représentations de femmes qui sont aussi nombreuses que des représentations d'hommes, mais cette fréquence elle est extrêmement variable en fonction des époques et des régions. Dans certaines régions, vous n'aurez que des femmes, dans d'autres régions, vous n'aurez que des hommes. Et évidemment, ça ne veut pas dire que ça reflète la proportion sexuelle de la société. Dans toutes les sociétés du monde, il y a autant d'hommes que de femmes. Il y a un peu plus de femmes en fait. L'ethnographie, donc sur ce dernier exemple, on a vu que ça peut fournir des pistes. Et évidemment, c'est des pistes qui restent extrêmement hypothétiques, mais bon, c'est toujours intéressant intellectuellement d'essayer de les développer. Et donc au final, quelle est la place, on va essayer de répondre à la question du début, quelle est la place de la femme dans la société préhistorique de Corse? Comme je vous disais, sa place c'est à peu près entre 50 et 52% de la population. Une répartition sexuelle du travail qui est juste envisageable en fait, on ne sait pas ce que faisaient, ça se trouve c'est les femmes qui chassaient, les hommes qui élevaient les enfants, on ne sait pas du tout, on n'a aucune vraie information là-dessus, ou alors très très peu. Et franchement, pour être pessimiste, ça m'étonnerait qu'on en ait beaucoup plus dans les années à venir, malheureusement. Alors, juste une question, parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous savez pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre? Sachant qu'il y a exactement autant de naissances hommes que de naissances femmes. Il y a exactement le même nombre. Mais pourtant, il y a plus de femmes. L'homme vit moins longtemps. Exactement. Les femmes vivent plus longtemps. Donc il y a à peu près 4 à 5% de femmes en plus. Voilà, je vous remercie pour votre attention avec cette représentation de femmes du palais de Knossos que j'aime bien. Et puis si vous cherchez à approfondir la question, il y a toute une littérature là, sur les femmes préhistoriques et également sur le genre. Voilà, merci. Merci.